Cette semaine, il est dans le circuit. Je parle de sa carrière, de sa trajectoire au sein de l'État. Il est donc dans le circuit depuis 40 ans, 43 ans exactement. Abdoulaye Makhtar Diop, bonjour. Bonjour, Monsieur Fall. Et quelle a été la plus belle phase de votre carrière, ministre, directeur général, maire ou député? La plus belle partie de ma carrière s'est jouée tout à fait au début. Comme vous l'avez dit, au mois de juillet 1975, quand jeune administrateur civil. 28 ans. Vous aviez 28 ans. Environ. Alors, donc tout de suite à la sortie de notre promotion, j'ai été nommé secrétaire général adjoint du ministère de l'économie et des finances, qui comprenait à l'époque le ministère du commerce, le ministère de l'industrie. Donc c'était l'un des ministères les plus costauds et qui était un balcon sur l'économie sénégalaise et sur le fonctionnement de l'État. Plus plan, plus économie, plus finance, bien évidemment. Ce qui avait d'assez particulier, c'était l'époque où, sans le dire, l'État du Sénégal commençait à reprendre en main certains secteurs marchands et certains secteurs industriels comme les huileries. On est passé vers les huileries, les établissements financiers. C'est là où on a préparé la création de la BHS, etc., etc. Donc voilà, c'était une belle partie de ma carrière. Dans l'administration. Oui. Dans l'administration. Oui, bien sûr. Dans le gouvernement, le plus beau moment de ma carrière ministérielle, c'est le ministère de la modernisation de l'État et de la fonction publique. Donc, le dernier poste que vous avez occupé dans les gouvernements de Diouf, d'ailleurs. Ah oui, j'ai commencé en 1988, au mois d'avril, dans le gouvernement d'Abdou Diouf comme ministre de la Jeunesse et des Sports. Oui. Et j'ai fini dans le régime de Diouf comme ministre de la modernisation de l'État. Et je disais que c'était un moment extraordinaire, parce que vous vous rappelez, à l'époque, on parlait du bug 2000. Il fallait préparer l'administration. On était tous stressés le 31 janvier, le 31 décembre 99. On allait dire que beaucoup de machines allaient ne plus fonctionner à cause du bug. Voilà, du bug 2000. Et donc, moi, j'étais à la tête d'une équipe de garçons, d'hommes très brillants et de femmes. Et donc, nous, on a beaucoup travaillé à la modernisation de l'État. Et donc, tout ce que vous voyez aujourd'hui, mis en place, le portail, tout le circuit, la cybernétique, c'était... Tout s'est bien passé finalement. En 2000, tout s'est bien passé finalement. Oui, bien sûr, ça s'est bien passé. Ouais. Et vos fonctions hors État, grand serigne de Dakar, ça signifie quoi pour vous? Oui, vous savez, c'est un travail collégial. Par exemple, vous avez des gens de ma génération extrêmement brillants, comme Matar Sanombeng, directeur d'Anplus, qui est chef de Pench. Vous avez autour de nous de grands cadres de l'administration, les Alim Badrebe. Et nous travaillons aujourd'hui à une bonne articulation pour le développement de la collectivité, l'épanouissement de ses membres et aider les familles. Par exemple, depuis 2 ans, nous avons accordé pour plus de 9 millions de francs de bourse sur nos fonds propres à des jeunes Dakarois pour aller faire la formation, particulièrement à l'INSUP. Nous participons à d'autres projets. Mais en fait, pour aujourd'hui, moi, je voudrais que, après avoir fait cette parenthèse sur la collectivité et toutes mes ambitions, que nous parlons des problèmes d'actualité. Mais bien sûr, on va parler des problèmes d'actualité. Juste vous demander comment vous parvenez justement à allier ces fonctions traditionnelles de grand serigne avec votre travail politique institutionnel de député. Voilà, justement, c'est pourquoi je vous dis que moi, nous avons une équipe. En général et en principe, tous les mardis, je me réunis avec tous les grands dignitaires de la collectivité Lébou au siège traditionnel qui est à Santhiaba, à la Médina, avec les 5 grands dignitaires, les 36 djambours de Dakar et les 12 chefs de Pench. Et là, nous échangeons sur la vie de la communauté, nous échangeons sur l'actualité nationale, nous échangeons sur beaucoup de projets. Donc, et ensuite, s'il y a des actions sociales, s'il y a d'autres types d'activités qui nous sont propres, comme par exemple dans les périodes actuelles que nous traversons, ceux qui sont dépositaires de certains pouvoirs nous diront voilà tel sacrifice qu'il faut faire, voilà telle prière, etc., etc. Donc ça, c'est un autre volet. Les questions d'actualité, il y en a beaucoup, on va y revenir. Nos auditeurs ont réagi sur les réseaux sociaux, vous ont posé des questions. Mais sur la collectivité Lébou, elle représente quoi aujourd'hui? Mais la collectivité Lébou, c'est comme si vous disiez aujourd'hui que représente une confrérie. Sans qualifier cette confrérie. Nous sommes une communauté qui, depuis la nuit des temps,
autour d'une organisation bien solide, prend en charge les intérêts des individus, prend en charge la collectivité en tant que corps social et travaille en harmonie avec les autorités depuis l'administration française. Et si on parle élection, par exemple, on est à un peu plus de 3 mois de la présidentielle. Alors si on parle élection, j'ai envie de vous demander s'il existe un électorat lébou. Non, il n'existe pas d'électorat lébou. Pour la bonne simple raison que Dakar, Gorée, Saint-Louis et Rufisque ont été les premiers bastions de notre pays à participer aux élections. Et depuis lors, la collectivité lébou, contrairement aux autres zones, a été traversée par des courants politiques. Et ça continue jusqu'à présent. Donc il faut dire que moi, depuis bientôt quelques mois, par mon discours, je dis aux gens, il faut tout faire pour peser sur les centres de décision politique en constituant un électorat. Même si vous ne pouvez pas avoir une unanimité autour d'un parti, que la grande majorité se mette ensemble pour que le gouvernement sache que nous représentons. Parce qu'aujourd'hui, la politique, c'est du donnant-donnant. C'est du donnant-donnant dans tous les pays du monde. Ce qu'on appelle aux États-Unis les lobbies, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Alors donc, aujourd'hui, avec l'équipe que nous avons, nous sommes en train de travailler, pour ce qui me concerne, à collecter le maximum de parrains pour le président Sall dans toute la région de Dakar et au-delà de la région de Dakar, vers le Scat Skirring, vers Elinking, vers Méhéoyang, quartier Lébou, partout, pour faire sentir la présence de la collectivité Lébou dans le débat politique. À la même période, il y a 7 ans, Abdoulaye Makhtar Diop, vous étiez avec Abdoulaye Wade et contre l'opposition, alors forcément contre Macky Sall. Aujourd'hui, vous êtes avec Macky Sall, président de la République, pour qui vous collectez justement des parrainages. Mais alors, quelle trajectoire? Alors, vous entrez dans un débat malsain. Parce que, bon? Oui, parce que fallait poser la question de savoir comment je suis arrivé dans le gouvernement d'Abdoulaye Wade en 2010. Je prends à témoin Doudou Wade. Du PDS. Alors président du groupe parlementaire. Ouais. Et c'est très bien qu'on parle de ça. Abdoulaye Wade, 8 mois après son élection, m'a demandé d'entrer dans son gouvernement. En 2000. En 2000, 8 mois après, j'ai décliné la proposition. 1 an après, il m'a relancé. J'ai décliné la proposition en disant « Je ne peux pas être membre du PDS, je suis un monsieur du Parti Socialiste. » Feu Moustapha Wade, le frère du président Abdoulaye Wade, alors qu'il était à l'hôpital, m'avait demandé d'aller rencontrer le président Wade pour une proposition. Vous savez, quand je suis arrivé, Wade m'a dit, « Wolof, je me bouge dimbali jox la poste vraiment ñu pour que me dimbali. » 3e cas. La dernière fois où j'entrais dans son gouvernement, c'est à la suite du décès de ma mère, paix à son âme. Quand il est venu présenter ses condoléances, il a exactement dit devant toute la foule ce que je viens de vous dire. En disant, j'ai toujours demandé à Abdoulaye Makhtar de venir dans mon gouvernement, parce que depuis 1991, je le suis, je sais que c'est un homme intelligent et ceci, cela. Bref. Il m'a proposé une fois un poste de ministre d'État dans son cabinet. Je l'ai décliné en disant, j'ai toutes mes ressources intellectuelles pour travailler dans un gouvernement et ne pas faire de sinécure. Il a envoyé Doudou Wade, m'a proposé le poste de président du conseil d'administration de la SAR en remplacement de Cheikh Tidiane. Si. Oui. Doudou Wade m'a invité au Lagon, m'a transmis la proposition en me disant c'est un salaire de 3 millions, 1000 litres d'essence, carte de voyage. Je l'ai décliné. Je prends Doudou Wade à témoin. Quand je suis entré dans son gouvernement, Wade a insisté. Il m'a proposé un poste de ministre des Sports. Je l'ai décliné. On s'en souvient exactement. Non, parce que vous avez posé des questions. On reste sur la question, parce que c'est extrêmement important. Alors, quand il m'a posé la question, j'ai dit, monsieur le ministre, monsieur le président de la République, je ne suis plus Abdoulaye Makhtar Diop de 1988. Je ne peux pas prendre un poste de ministre des Sports.
Si vous vous rappelez, à cette époque, il avait pris Mamadou Diop comme ministre d'État dans son cabinet, Alassane Diallo dans son cabinet. Oui. Et vous êtes arrivé au ministère de la fonction publique. Oui, mais dans quelles conditions? J'y arrive. Il faut qu'on reste sur cette question. Très bien. Si vous vous rappelez, Aminata Tall était ministre d'État, secrétaire régional de la présidence de la République. Zakaria Diaw était ministre de la fonction publique. Quand le président Wade a remanié pour demander à Aminata Tall de rejoindre la fonction, Aminata Tall a refusé. Le président Wade m'a fait appeler. Quand je suis venu, il m'a dit oui, mais Abdoulaye Makhtar, moi je vais vous proposer soit le poste de ministre des Sports. J'ai dit, monsieur le président, vous l'avez proposé, je ne peux pas. Il m'a dit, bon, on va se voir d'ici la fin de la semaine. Si Aminata Tall ne revient pas sur sa décision, si vous voulez, vous prendrez le ministère de la fonction publique. Je lui ai dit, oui, j'ai été ministre de la fonction publique. Il m'a dit, je n'ai jamais su. C'est comme ça qu'il m'a nommé ministre d'État. La deuxième chose, dans mes fonctions dans le gouvernement de Wade, j'ai gardé, et je lui ai toujours dit que je ne suis pas du PDS. Je peux venir dans un gouvernement sans aller au PDS. Quand je suis entré dans son gouvernement, j'ai toujours eu en ligne de mire les intérêts du pays et mes profondes convictions. Et l'exemple, je prends encore à témoin Souleymane Ndéné Ndiaye. Je prends à témoin Pape Ousmane Gueye, ancien secrétaire général du gouvernement. Je prends à témoin Zakaria Diaw. Je prends à témoin Cheikh Tidiane Sy. Je prends à témoin son ancien directeur de cabinet Sy. Habib Sy. Habib Sy. Quand le projet de constitution portant élection du président et du vice-président a été présenté au Conseil des ministres, j'étais le seul à dire au président Abdoulaye Wade, ce texte n'est pas bon, je ne suis pas d'accord. Ce qui nous a amené aux événements du 23 juin. Alors, la réunion du cabinet s'est réunie exactement, s'est tenue exactement le jeudi 16 juin. Ce jeudi 16 juin, on s'est réunis le matin de 9h à 16h et le soir de 17h à 23h. J'ai dit haut et fort, je le répète, je me suis opposé en plein Conseil des ministres à cette constitution. Et le jeudi 23, quand il y a eu des événements, alors que nous étions en Conseil des ministres encore, on est venu donner au président de la République un portable Abdoulaye pour dire qu'il y avait des événements à la place Soweto. C'est lui qui nous en a informés. Et qu'est-ce qu'il a ajouté? Il y a qu'Abdoulaye Makhtar qui, dans cette salle, m'avait donné son opinion en disant que le texte n'est pas bon. Voilà Abdoulaye Makhtar Diop. Voilà. La deuxième chose, moi, quand je suis entré à l'Assemblée nationale, en 2007, ce n'était pas avec le groupe Benno Bokk Yakaar. Bien sûr. Ce n'était pas avec la personnalité avec Benno du Sénégal. J'étais allé en coalition avec le PVD. J'ai été élu sur cette liste en 2012. C'était en 2012. N'est-ce pas? C'était en 2012. Oui. Donc, c'est dans l'intervalle de mon mandat que j'ai été élu grand serigne de Dakar. Mais en ce moment-là, que j'ai été pendant 2 ans parmi les non-inscrits à l'Assemblée nationale. C'est par la suite que je suis allé rejoindre le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Et à côté du président de la République, je le dis haut et fort, je lui donne mes avis quand l'occasion se présente dans la direction du pays. Moi, j'ai été formé pour servir. Vous ne considérez pas Abdoulaye Makhtar Diop comme un transhumant? Il y a une question d'un internaute, il s'appelle Seydina Samba. Et sa question, qu'est-ce qu'il pense de la transhumance? Si on sait qu'en 2012, il était aux côtés de Wade, aujourd'hui dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Est-ce que vous êtes vraiment un acteur de Benno Bokk Yakaar? Non, vous savez, quand on parle de transhumance, la transhumance qualifie ceux qui quittent un parti pour aller rejoindre un autre parti. Moi, je n'ai jamais milité dans le PDS et les gens du PDS le savent. Je vous ai dit dans quelles conditions je suis entré dans le cabinet du président Abdoulaye Wade. Je vous ai cité des témoins. Je vous ai dit comment je fonctionnais dans son gouvernement. Jusqu'en ce moment clé de l'histoire de notre pays. Et la jonction avec Macky Sall, ça s'est fait comment? Elle s'est fait naturellement. Je vous ai dit, j'ai été un député non inscrit.
aux élections de 2017, j'ai été reconduit sur la liste Ben Bokk Yakaar et je reste dans ce groupe parlementaire. Je reste dans la conférence des leaders de Ben Bokk Yakaar parce que j'estime à bon droit qu'aujourd'hui, la trajectoire prise par le président Macky Sall dans la gestion du pays est une bonne trajectoire. Vous aviez envisagé de prendre votre retraite politique au lendemain de votre intronisation comme grand serigne. Vous êtes toujours en activité, toujours à la tête de votre parti politique, les Sûrs. Non, je ne suis pas à la tête du parti justement parce que le parti s'est organisé autour d'un comité provisoire en train de faire son congrès. Parce que malheureusement, Pape Marianne Mbeng, qui était destiné à diriger le parti, est actuellement en France pour des raisons personnelles que je ne peux pas évoquer ici. Donc, il y a une structure intérimaire qui continue et je les conseille, je les encadre. Voilà. Et maintenant, pour la question qu'il a posée ou que vous avez posée, je suis très actif à l'Assemblée nationale. Et les députés le savent. Je suis actif pour défendre les projets de loi. Je suis actif pour les corriger quand le cas se présente. Le travail de l'Assemblée nationale, on y reviendra au cours de cette émission. Vous nous avez raconté votre veto sur le projet de loi, le projet du ticket présidentiel qui nous a valu les événements du 23 juin 2011. La présente période préélectorale, on est à quelques encablures de la prochaine présidentielle. Cette période, elle est teintée de polémiques autour de l'organisation du scrutin. L'opposition évoque des schémas de fraude par le camp du pouvoir qui organise les élections. Fonder ces accusations? Non, elles ne sont pas fondées, mais c'est ça le moteur de l'opposition. Toutes les oppositions, si vous suivez aujourd'hui les élections du midterms aux États-Unis, au moment où je vous parle, en Floride, on parle de fraude sur les élections du gouverneur. Donc, la dénonciation... Ce n'est pas nouveau aux États-Unis, ça arrive souvent. Et ce n'est pas nouveau au Sénégal, n'est-ce pas? Alors donc, c'est pour vous dire que c'est ça qui nourrit le discours de l'opposition dans tous les pays du monde. Quand, par exemple, aujourd'hui, vous avez bien vu les annonces, on a dit que le fichier est mis en ligne sur le site du gouvernement. Oui. Depuis hier soir, ça se partage sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que quand un État met son fichier en ligne, on peut dire qu'on triche sur le fichier? Alors donc, moi je dis que je trouve que c'est normal, hein. Je dis que c'est normal, c'est ça la source nourricière de l'opposition. Parce que si vous sortez les attaques contre le gouvernement, si vous sortez le ministère qui organise les élections, si vous dégagez la critique sur le fichier, si vous éliminez la critique sur le Sénat, que reste-t-il comme discours? Il n'y en a pas. Parce que le débat économique, le débat financier n'est pas porté, sauf exceptionnellement une ou deux personnalités qui peuvent en prendre. Un internaute via la page Facebook de Radio Futur Média, il s'appelle James Watt. Il demande si vous pouvez prouver l'existence d'un seul et unique fichier électoral et démentir l'existence de 3 autres fichiers ou 2 autres fichiers, comme le souligne Samuel Sarr, candidat déclaré à cette élection présidentielle. Non, je crois que c'est ceux qui disent qu'il y a 3 fichiers qui doivent prouver qu'il existe 3 fichiers. C'est ça qui est intelligent. Il ne m'appartient pas à moi de prouver qu'il y a un seul fichier. Il appartient à ceux qui ont dit qu'il y a 3 fichiers de faire la preuve de l'existence de 3 fichiers. Je crois que c'est ça qui est intéressant. Un autre internaute, Sopey Borom Ndien, c'est son nom, il vous interpelle sur Facebook avec aussi cette question. Est-ce que la polémique sur le fichier électoral ne risque pas de décrédibiliser une éventuelle victoire de Macky Sall, votre candidat? Mais vous savez, c'est encore une fois l'objectif de l'opposition de porter atteinte au crédit des résultats. Vous savez, il faut que les gens comprennent que le discours de l'opposition sera toujours comme ça. Ils vont tout faire pour décrédibiliser les résultats. Bon, moi j'ai lu dans la presse, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, que M. Pape Diop devait rencontrer l'Union européenne. Si la rencontre s'est faite, je n'ai pas encore entendu M. Pape Diop en faire le commentaire. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Je ne sais pas. Je pense que s'il avait eu reçu satisfaction, il l'aurait fait. L'Union européenne, dont des experts avaient procédé à l'audit de ce fichier-là, avait conclu à sa fiabilité. Voilà. Donc, on peut comprendre qu'après ça a sorti, il n'a pas fait de conférence de presse. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas du tout surpris que l'opposition ait un tel discours. C'est normal. Il faut que les Sénégalais comprennent que une opposition est faite pour ça. Je vous donne un exemple. La Mariama Sonko qui a été agressée
Paix à son âme. De Pastef à Keur Massar. Le soir, beaucoup de responsables politiques ont envahi les médias pour dénoncer ça, supposant que c'est un crime politique. Depuis qu'il a été révélé que ce n'est pas un crime politique, je n'ai plus entendu un responsable politique en parler. On a tué à Mariste le jeune Cheikh Diop. Aucun responsable politique de l'opposition n'en a parlé. Moi, je pensais que dans le programme de l'opposition, des crimes comme ça allaient appeler un programme politique, soit rendre plus sévères les sanctions, soit, comme je le propose moi, revenir vers la peine de mort. En tout cas, vous, coalition de la majorité, êtes tellement sûr de la victoire de votre candidat Macky Sall qui va être investi le 1er décembre prochain. Pourquoi une si grosse assurance? Mais encore une fois, ce que je dis de l'opposition est valable pour la majorité. Comment voulez-vous comprendre qu'une équipe électorale qui va vers des échanges aussi sérieuses ne dégage pas cette allure et cette assurance aussi bien pour elle-même que pour ses militants? D'autant plus que si l'on sait lire les signes envoyés par nos partenaires, à 3 mois des élections, les États-Unis viennent de signer le MCA pour presque 300 et quelques milliards. Le président de la République vient de rentrer de l'Afrique du Sud, où les investisseurs ont un programme de plus de 300 milliards au Sénégal. Vous croyez que si les États-Unis et les investisseurs n'étaient pas sûrs de la stabilité du Sénégal, ils allaient, à quelques encablures des élections, s'engager de cette manière? D'autant plus que, vous prenez le cas du Congo, vous prenez le cas de la RCA, ce sont les États-Unis, l'Organisation des Nations Unies, qui disent attention aux fichiers, attention à la stabilité, attention aux droits de l'homme. Au Sénégal, nous ne sommes pas dans ce cas. Ça veut dire que nos partenaires au développement, multilatéraux comme bilatéraux, savent que au Sénégal, les conditions d'une élection transparente, sincère et juste sont réunis. Mais les intérêts d'abord, parce que ce sont ces mêmes investisseurs qui vont mettre leur argent dans des pays où il y a des problèmes de démocratie et de liberté. Mais non, je n'ai pas compris ce que vous voulez dire. Je veux dire, il y a des pays où les problèmes de démocratie et de liberté ne sont pas respectés, mais les investisseurs, les grosses puissances s'intéressent à ces pays-là du point de vue affaires. Non, je crois qu'il faut qu'on évite un peu la confusion. Au Sénégal. Je prends l'exemple du Rwanda, à qui la France fait des yeux doux malgré leur passif encore récent. Oui, d'accord. Mais au Sénégal, pourquoi j'ai parlé des États-Unis, de l'Union européenne? Vous savez, quand les gens au Sénégal, depuis toujours, c'est pas nouveau, quand les gens sont en mauvaise posture politique, ils vous disent, nous allons rencontrer les ambassadeurs au Sénégal pour nous plaindre. Nous allons rencontrer l'ambassadeur des États-Unis. Mais donc, quand des pays qui le servent de centre d'arbitrage ou de centre de conciliation disent, voilà, nous, au Sénégal, nous nous occupons. Pratiquement, vous n'avez pas entendu les États-Unis dire au Sénégal, le fichier n'est pas sûr, etc., etc. Donc, notre environnement international cautionne directement ce qui se passe. Et nous pensons véritablement, Inch'Allah, mais ce qu'il faut souhaiter... Oui, justement, qu'est-ce qui peut faire gagner Macky Sall? Qu'est-ce qui peut le faire gagner à cette élection de février? Mais vous savez, le président Sall, il a une chance. Et cette chance, c'est le résultat de son travail. C'est-à-dire, il a et un bilan et un programme. Or, la difficulté d'un président sortant, c'est d'avoir un programme. Ça qui est le plus difficile. Donc pour les analystes de la politique, je ne dis pas pour ceux qui font de la politique ou qui regardent, qui aiment le football comme juste pour être devant leur écran. Moi je parle de ceux qui aiment le football et qui jouent ou qui le connaissent. Donc je dis pour ceux qui connaissent bien la politique, la grande difficulté d'un président sortant, c'est d'avoir un programme. Or le président Sall, il a et un bilan et un programme. Sur le plan de la justice, beaucoup de griefs contre le même Macky Sall. Il a fait déclencher des poursuites contre Karim Wade ou encore Khalifa Sall.
Et je vais vous demander, Abdoulaye Makhtar Diop, vous, personnellement, êtes-vous quitte avec votre conscience dans cette affaire Khalifa Sall, dont vous avez été le conseiller à un moment, l'ex-maire de Dakar, qui purge 5 ans de prison dans cette affaire, l'affaire de la caisse d'avance. Quelle est votre religion dans le dossier Khalifa Sall? Alors, comment vous posez la question de la conscience alors que ceux qui sont concernés ne m'ont jamais interpellé? Ça veut dire que... Qui doit vous interpeller? Les gens qui poursuivent Khalifa Sall ou le camp Khalifa Sall lui-même? Mais vous choisissez, puisque vous arrivez, vous n'êtes ni dans un camp ni dans l'autre, et vous interpellez ma conscience. Alors je vous demande, pourquoi ceux qui ne sont pas concernés? Je le dis parce que vous nous avez raconté cet épisode de ticket présidentiel avec Abdoulaye Wade, où vous aviez partagé votre sentiment, votre opinion sur... Je vais vous dire beaucoup de choses. Un, je n'étais pas le conseiller de Khalifa Sall. Encore, chaque fois que je parle, je vous cite des témoins. Je vous cite Pape Seck, maire de HLM. Je vous cite Mansour Tambédou, ancien maire de Anne. Quand j'ai été élu conseiller municipal de Dakar, Khalifa Sall, maire, il m'a demandé de présider la commission des finances, des affaires économiques et la commission des marchés. J'ai décliné l'offre en disant, moi je voulais juste être conseiller pour m'occuper pendant que je suis à la retraite. Parce que j'étais à la FIFA et je m'occupais d'autres affaires. J'ai décliné l'offre. Il a envoyé une autre équipe avec ces deux mêmes personnalités, Feu Omar Diop Taras. J'ai décliné l'offre. Il a envoyé une quatrième avec Feu Ndiaye, qui a été pendant longtemps ministère de Ousmane Ndiaye, qui était à l'AFP. J'ai décliné encore l'offre. C'est par la suite qu'il est venu, Khalifa, avec les autres, et m'a dit, mon grand, compte tenu de l'expérience que vous avez de la commune, vous avez été adjoint au maire pendant une dizaine d'années. Vous avez été président de la commission de développement urbain de la ville de Dakar. Je voudrais vraiment que vous m'aidiez à gérer cette mairie dans cette partie la plus difficile. Je vous dis, aujourd'hui, on a dit que Khalifa Sall a eu une gestion clean, propre, qu'on ne l'a jamais poursuivi pour l'attribution des marchés. Alors je vais vous faire une révélation. C'est moi, Abdoulaye Makhtar Diop, qui ai présidé toutes les commissions de marché. Le lait à l'école, l'habillement des élèves. Pavage des rues. Pavage des rues. C'est Abdoulaye Makhtar Diop, même en tant que ministre d'État, ministre de la fonction publique. Sous Wade, j'ai quitté mon cabinet pour aller présider ces réunions. C'est moi qui ai conduit toutes les commissions de marché jusqu'à mon départ. Voilà. Et la caisse d'avance? Je n'ai jamais su, pendant que j'étais à la mairie, qu'il y avait un tel traitement sur ces questions. Voilà ce que je peux dire. Ah oui. Donc moi, on a... Cette mairie, vous la connaissez depuis avant même Khalifa Sall. Vous n'avez jamais eu vent de l'existence de cette ligne. En 1979, entre 78 et 1972, j'étais le directeur de cabinet du maire Lamine Diack. Votre téléphone. J'étais le directeur de cabinet du maire Lamine Diack. Ensuite, j'ai été élu conseiller municipal en 1981 sans discontinuer. Non, avant 1981, sans discontinuer jusqu'à la création de la délégation spéciale. Et on disait que la caisse d'avance, elle existait déjà. Vous n'étiez pas au courant. Mais tous les gens qui sont à la mairie vous ont dit qu'ils ne savaient pas. Parce que la caisse d'avance n'est pas un instrument utilisé par l'adjoint au maire, les conseillers ou tout. C'est laissé à la discrétion du maire. Voilà. Et c'est sa gestion, ce qui a conduit Khalifa Sall à ce sort-là, de purger une peine de prison. La gestion de la caisse d'avance, vous êtes un pur produit de l'école sénégalaise, de l'administration sénégalaise. Vous estimez que sa gestion a été orthodoxe ou cette caisse d'avance n'aurait jamais dû exister? Non, au contraire. C'est la question de savoir quel substrat juridique donner à une caisse d'avance pour préserver le maire d'attaque quelconque. Parce que tout le débat qui était posé, c'est de savoir est-ce que c'est une caisse ou c'est pas une caisse. Et donc là, vous avez tous les juristes, ils ont eu un problème pour qualifier la caisse. Parce que vouloir qualifier ce fonds de caisse politique à partir de la coutume, parce que la coutume est source de droit. Mais les gens peuvent toujours contester ça.
Est-ce que Macky Sall aurait dû ne pas s'engager dans ces poursuites contre Khalifa Sall si vous aviez à le conseiller? Non, vous savez, là véritablement, on rétropédale. Le rétropédalage ne nous apporte rien du tout. Votre opinion nous intéresse fortement. Non, mais sur la question, je ne sais pas ce que Macky Sall aurait dû faire. On est en train de parler au conditionnel, alors que là, on est en train de regarder dans le rétroviseur. Dakar, c'est votre ville, parce que le temps qu'il nous reste est trop petit pour aborder tous les sujets d'actualité. Dakar, c'est votre ville. Vous avez été d'ailleurs maire de Dakar Plateau, le premier maire de Dakar Plateau après la réforme de 1996. La capitale n'est pas ce qu'on avait souhaité qu'elle soit. Corniche ouest agressée, les constructions anarchiques, l'occupation sauvage de la voie publique. Possible de mettre fin à tout cela un jour? Oui, mais en fait, si on regarde un peu ce qu'on appelle un peu la recension des textes, c'est-à-dire comparer les textes anciens et nouveaux, on se rend compte que le président Senghor, dans les premières années, avait pris toutes les mesures nécessaires pour ne pas arriver à cette situation. D'abord, Fan.e, c'était interdit de construire en hauteur. Ah oui? Absolument. Mais les textes sont là. Il était interdit de construire en hauteur. On a tout annulé. Aujourd'hui, on dit que Dakar, on ne circule pas. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le règlement d'urbanisme. Vous prenez n'importe quel coin de Dakar, on construit des immeubles de 15 étages. Sans sous-sol, sans parking. Et vous voulez que les gens circulent librement. Il y a des inondations à Dakar. Pourquoi? Parce que vous prenez un immeuble de 10 étages. Chaque étage, il y a 4 appartements. Ça fait 40 appartements. Dans chaque appartement, vous avez dit que ça fait 400 personnes. Le réseau est devenu vétus. Parce que le réseau d'évacuation des eaux est surchargé. Et ça, c'est le Dakar. Quand on dit que ce sont les gens qui viennent de l'extérieur, c'est faux. Ce ne sont pas les gens qui viennent des régions. C'est le mode d'habitat. Et c'est là où le gouvernement, même la pénurie d'eau à Dakar, en partie s'explique par ça. Justement, Abdoulaye Makhtar Diop, vous êtes aussi un ancien directeur général de la SONES. Vous êtes le dernier directeur général de SONES avec 2 E. Société nationale d'exploitation des eaux du Sénégal. La distribution de l'eau en milieu urbain, l'attribution d'un nouveau contrat d'affermage au groupe français Suez au détriment des autres soumissionnaires SDE et Veolia. Attribution à Suez suspendue par l'autorité de régulation des marchés publics. Votre opinion sur ce d'abord, il faut, sur chaque mot, aller chercher la signification juridique. Autorité de régulation du marché suspend, ça, c'est le texte qui le dit, sans préjuger des fautes au moment de l'attribution. Vous savez, moi, je fais partie des cadres sénégalais qui ont participé au premier projet d'élaboration des textes réglementant les marchés publics. Donc, peut-être vous direz que j'ai touché à beaucoup de choses, Dieu merci. Il est dit clairement, si Babacar Fall et Abdoulaye Makhtar sont en compétition pour l'attribution d'un marché de fourniture de véhicules, si la commission se réunit et que Babacar conteste l'attribution, dès que le dossier arrive à l'ARMP, l'attribution est suspendue. On ne préjuge même pas de ce qu'il y a là-dedans. Donc, il faut vraiment pas... Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il ne faut pas faire croire à l'opinion que la décision de la commission n'est pas bonne. La première chose. La deuxième chose, et ça je le dis en toute objectivité à l'opinion sénégalaise, ce n'est pas juste de dire que la SDE est une société sénégalaise. Vraiment, quand j'entends les gens dire on donne l'eau à des capitaux étrangers, mais la SDE, si vous cumulez l'ensemble des actions des Sénégalais, hors personnel, ça ne fait pas 15%. Tout le capital est détenu par des étrangers, donc le débat ne se pose pas là-bas. Le débat doit se poser en termes techniques. Moi qui vous parle, je ne connais pas le dossier de l'offre. Je ne connais pas. Je ne connais vraiment pas ce qu'il y a là-dedans. Mais ce que je peux dire, vous avez dit que je suis le dernier directeur général. Vous êtes un journaliste. La question qu'il faut se poser, dans quelles conditions en 1995-96, la SONES avait été attribuée à la SOR, la Société d'aménagement urbain et rural, qui l'a cédée à Eranov. Est-ce qu'il y avait un appel d'offres public? Parce que c'est comme ça qu'il faut, poser les problèmes pour essayer d'être objectif. Est-ce qu'il y avait un appel d'offres à l'époque? Vous pouvez nous aider à comprendre. Vous étiez dans les affaires. Vous savez, c'est votre métier d'éclairer l'opinion publique.
quand des situations comme ça se posent, il faut que la presse, au-delà vraiment des humeurs et des passions, essaie de livrer à l'opinion, à égale distance du pouvoir et de ceux qui sont concernés, le fond du problème. L'ASD a géré la distribution de l'hydraulique urbaine pendant 23 ans. Vous parlez d'évaluation technique. La SDE a-t-elle rempli son contrat? Vous savez, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre d'un jet. Pourquoi? Parce qu'il faut connaître l'organisation du secteur de distribution de l'eau. La production, le transport de l'eau relève de la SONES. L'exploitation de la SDE. L'assainissement à l'ONAS. Oui. Moi, quand j'étais directeur général de tout ça, au assainissement. Alors, donc le problème, c'est de situer les responsabilités entre la production, le transport et l'exploitation. Où est-ce que le bas blesse? Est-ce que ce sont les pertes sur la conduite? C'est la qualité de la conduite? Est-ce entre la SONES et la SDE au moment où elle exploite, distribue, commercialise, etc. Ça, il faut avoir véritablement tous les éléments pour l'apprécier objectivement. Par contre, ce que moi je ne comprends pas, c'est que dans une affaire comme ça, on veuille faire comprendre aux Sénégalais qu'il y a des menaces sur la distribution de l'eau. Je dis, quel que soit X, l'État utilisera tous ses pouvoirs. Via la SONES. La SONES ou un autre moyen pour qu'il n'y ait pas d'interruption dans la distribution de l'eau. Parce que même si c'est une société privée qui gère la distribution, il faut que l'on sache qu'il s'agit d'un service public de distribution de l'eau. Que ça dure 2 mois, 4 mois, 5 mois, qu'on soit hors période, il n'est pas question que la distribution de l'eau soit perturbée. Le contrat de SDE arrive à terme le 31 décembre. Il faudra gérer cette situation-là. Au-delà même du 31 décembre, je vous dis clairement que c'est même si au 31 décembre, l'adjudication n'est pas faite, la SDE est tenue jusqu'à ce que notre concessionnaire soit retenu ou que la SDE soit reconduite de distribuer correctement l'eau au Sénégal. Je vous dis, je ne connais pas le fond du dossier, mais le bon sens me dit que quelque part, il doit y avoir des dispositions transitoires pour permettre qu'il n'y ait pas de rupture. Quelle question simple, la SDE doit-elle rester ou faut-il changer d'adjudicataire du contrat d'affermage? Monsieur Fall, est-ce que vous pensez qu'un secteur comme le secteur de l'eau doit rester un marché captif? C'est-à-dire laisser constamment une seule société pendant un demi-siècle. Moi, je pense que l'ASD a accepté l'appel d'offres. Donc, elle était en situation, compte tenu de son expérience, de son vécu, de son travail, d'avoir un préjugé favorable sur le résultat. Hein? Donc, dire qu'il fallait laisser l'ASDE, non, ça ne marche pas comme ça. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est trancher objectivement la question à partir des dossiers techniques. Il y a des recours. Essayons de voir si les recours vont s'épuiser. Mais moi, je pense que l'ASDE est dirigée par d'abord des jeunes Sénégalais qui y ont fait toute leur carrière. L'actuel directeur général Amadou Bal a fait toute sa carrière à la SONES pendant que j'y étais. Mamadou Dia, l'ancien directeur général, il a fait toute sa carrière. C'est des garçons extrêmement brillants et d'autres comme eux sont à l'intérieur de la société. Donc ce n'est pas la qualité du personnel qui est en jeu. Le personnel de la SONES, de l'agent de maîtrise à l'ouvrier, au plombier, ce sont des gens qualifiés. Et je pense qu'également, dans la phase où nous nous trouvons, l'assurance est faite que les travailleurs ne seront nullement pénalisés. L'autre chose, c'est l'ouverture du capital aux Sénégalais qui en ont les moyens. Et ça également, c'est extrêmement important. Mais le plus important, ce n'est pas une participation au capital, c'est quelle portion du capital va être laissée aux Sénégalais. Moi, je pense que toutes ces questions mises ensemble, il faut que l'on sache raison garder du côté de l'ASDE, du côté du ministère de l'Hydraulique. Parce qu'il ne sert à rien d'alimenter la commère
à travers des communiqués dans la presse. Laissons l'ARMP faire son travail, la commission d'adjudication des marchés faire son travail. Laissez les procédures arriver à leur terme. Exactement. Vous êtes député, vice-président de l'Assemblée nationale, Abdoulaye Makhtar Diop. Vous êtes notre invité devant le grand jury d'RFM ce dimanche. Justement, l'Assemblée nationale en plein travaux de commission pour examiner le budget 2019 du Sénégal, 2019, hein, pas 2018 comme annoncé dans la bande-annonce de cette émission. Toutes nos excuses. Le budget du Sénégal, pas de gros problèmes dans la forme, mais quelques soucis de fond évoqués ça et là par des experts. On peut citer l'exemple des transferts, ces lignes dépensées comme on veut, par exemple les subventions, et les députés qui ne peuvent pas savoir comment cet argent est dépensé après. Est-ce qu'il ne faut pas mettre en place des mécanismes de contrôle justement de l'exécution du budget? Parce qu'après examen et vote, l'Assemblée nationale a l'impression ne s'intéresse plus justement à cet argent-là que l'État envisage de dépenser. Oui, vous savez ça. D'abord, moi je salue mes homologues députés qui ce matin même sont à l'Assemblée nationale. Vous savez, quand vous m'avez invité, je vous avais dit, bon, je vais faire un effort parce que le samedi, le dimanche jusqu'au 9 décembre, les députés sont en réunion. Il y a une trentaine de ministères qui passent. Aujourd'hui, il y a 3 ministères qui passent, ainsi de suite, jusqu'au 9 décembre. Donc c'est la preuve que les députés sénégalais travaillent. La deuxième chose, en fait, les experts dont vous parlez ne s'intéressent au budget de l'État qu'au moment où nous sommes en session budgétaire. À l'Assemblée nationale, depuis cette année, nous avons créé une structure de contrôle des politiques publiques. Nous avons créé une structure de contrôle et d'évaluation des investissements pour une répartition démocratique. À côté des commissions déjà établies. Oui, à côté. Et moi qui vous parle, je suis le président de tout ça. Le contrôle des politiques publiques, qui comprend les députés de tous les partis. Et si vous avez suivi, il y a 3 ou 4 mois, on a tenu beaucoup de réunions sur les politiques publiques, avec Guillaume Ndiaye-Ba, avec Seydou Diouf, avec le président Aymérou Gningue. La deuxième chose, c'est que ces experts ne regardent jamais la loi de règlement du budget. Actuellement, la loi de règlement... Oui, mais la loi de règlement, vous la votez aussi sans débat presque. Mais, le problème, c'est pas que les députés votent la loi, c'est que ces experts regardent la loi. C'est différent. Il faut que les experts dont vous parlez regardent la loi de règlement pour connaître l'exécution du budget de 2017 qui sera voté la semaine prochaine. Oui. La troisième chose, mais le règlement intérieur de l'Assemblée nationale nous permet aujourd'hui d'appeler des ministres en commission et de les interroger sur leur politique. Alors sans médiatisation donc. Mais au moment où je vous parle, aucun député n'est à l'Assemblée nationale, aucun journaliste n'est à l'Assemblée nationale. Or, dans ces travaux, le ministre vient avec une équipe de 40 personnes et vous avez plus de 70 députés. La séance commence à 9h et ne se finit pas avant 13h. L'après-midi, à 16h jusqu'à minuit. Et les ministres, ils craignent beaucoup plus ces commissions que la plénière. Parce qu'en plénière, qu'est-ce qui se passe? Le temps est limité. Vous avez 2 minutes. Mais en commission technique, les députés vous parlent de leur région, les députés vous parlent de vos faiblesses. Mais en commission technique, moi, j'ai demandé au président Niang, j'ai demandé au président Aymérou Gningue, il faut autoriser la presse à venir retransmettre les travaux en commission, que l'on sache ce qui s'y passe. Ça se fait dans beaucoup de pays, en tout cas. Oui, en tout cas, moi, je l'ai dit et je l'ai répété au séminaire de Saly il y a 3 semaines. J'ai dit qu'il n'y a pas de raison que les candidats à la présidentielle puissent payer les télévisions pour diffuser en direct leur investiture à la place de l'Obisque et que l'Assemblée nationale ne puisse pas payer à TFM, ne puisse pas payer à la RTS, à 2STV, un direct pour les plénières. Que les Sénégalais sachent de quoi les députés parlent. Moi, je peux vous citer plusieurs exemples où les députés vraiment se sont battus. Vous avez parlé de la loi sur le parrainage. Mais, je le dis haut et fort, c'est moi qui ai demandé en commission technique à l'Assemblée nationale de baisser le quota. On l'avait fixé à 1%, j'ai dit ce n'est pas possible. C'est en commission qu'on a amené le ministre de la Justice à baisser justement le taux. Et d'autres cas. La subvention sur le transport Dakar-Ziguinchor. Pourquoi avec le bateau on paye 10 000 francs aller-retour? C'est parce que les députés ont voté sur proposition du gouvernement une subvention. C'est ça les dépenses de transfert.
C'est ça, quand on parle de dépenses de transfert, il s'agit de subventions. Vous voulez savoir ce que c'est une dépense de transfert? Les étudiants à l'université de Dakar, le petit déjeuner c'est 50 francs. Le déjeuner c'est 100 francs. Le dîner c'est 100 francs, ça fait 250 francs. L'État met presque 11 milliards pour compenser ça, une dépense de transfert. Pour que le coût ne tombe pas en déficit. 30 millions jour. Non, je vais vous permettre. Oui. Parce qu'ils avancent des notions et moi je vous donne la traduction concrète de ces notions. Ils vous disent les subventions, on ne les voit pas. À l'université, pour qu'un étudiant puisse, avec 250 francs, prendre un petit déjeuner le matin, manger une côte de bœuf à midi, manger du poulet le soir, avec 250 francs, l'État met 11 milliards. Vous voulez savoir ce que c'est qu'une dépense de transfert? Ce sont les étudiants qui sont dans les établissements privés d'enseignement privé. C'est ça une dépense de transfert. Oui, vous voulez savoir? Mais non, il faut qu'on vous dise. Parce qu'on ne peut pas prendre les mots, les pervertir. Ce n'est pas juste. La loi de règlement, elle sera examinée et votée par l'Assemblée nationale avant la session budgétaire en session plénière, avant qu'on entame les sessions plénières. Est-ce que vous avez votre mot à dire sur l'exécution du budget du Sénégal en 2017? Est-ce que les résultats visés ont été atteints? Oui, en partie. En partie. Pourquoi je vous dis en partie? Parce que quand il s'agit d'exécution d'infrastructures, la réalisation peut porter sur deux budgets. Vous pouvez, sur le budget 2018 par exemple, inscrire la réalisation d'un pont. Mais pour des aléas propres à des travaux, les populations peuvent bien voir que le pont a été construit aux 2/3 sur le fleuve, ou le bras du fleuve Doué, mais disent, mais écoutez, c'était brûlé alors que ça va continuer. Donc le budget a été très très bien exécuté. Et ce qu'il faut souligner, c'est tout le retard que les services du ministère des Finances ont compressé pour qu'en moins d'un an, nous ayons des lois de règlement. Donc ça, c'est vraiment une performance parce qu'on reste ici pendant 1 an, 2 ans, 3 ans pour voter le budget de règlement. Oui, de 2 années précédentes. Donc moi, je pense que le budget a été bien exécuté. Abdoulaye Makhtar Diop, le sportif, les infrastructures sportives, on en parle. Vous avez été 3 fois, je veux dire pas 3 fois, ça c'est pour parler football et de la CAN. Je voulais vous dire que vous avez fait 3 CAN en tant que ministre des Sports, 90 en Algérie, 92 au Sénégal et 2012 avec Abdoulaye Wade. Vous avez cumulé vos fonctions de ministre de la fonction publique et des sports. On y reviendra. Mais les infrastructures sportives, le Sénégal qui va organiser les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2022, il y a du boulot de ce point de vue. Mais arrêtez-nous un peu sur les Jeux Olympiques de la jeunesse de 2022. Le Comité international olympique, à travers cette décision, pour ceux qui savent, vient de valider les politiques publiques en matière sécuritaire du Sénégal. Les politiques publiques en matière infrastructure portuaire, aéroportuaire du Sénégal. Le comité olympique vient de valider les politiques publiques en matière d'infrastructure sportive. Enfin, le comité olympique valide la politique publique du tourisme et de la diplomatie. C'est ça le choix d'un pays. Nous étions en concurrence avec la Tunisie, qui a de meilleures infrastructures sportives que nous. Mais le choix, il faut s'arrêter sur ça pour dire qu'à travers ce choix, le CIO valide la politique du président dans ces matières. Maintenant, ce qui a été réalisé, véritablement est à saluer, parce que comme vous l'avez dit, moins parce que j'étais ministre chargé de conduire des équipes nationales ou des fédérations, les principales difficultés que j'ai eues, d'abord en 1988, c'était amener le gouvernement à construire ou à réhabiliter les infrastructures sportives. Vous voyez les magasins qu'il y a autour du stade Demba Diop. C'est moi qui les ai fait construire dans un combat épique contre le maire de Dakar pour trouver des ressources pour entretenir le stade. De la plus-value pour... entretenir le stade Demba Diop. Parce qu'à l'époque, on avait moins de 11 millions de francs pour entretenir le stade du Sénégal. La coopération internationale interdisait au gouvernement dans les infrastructures, parce que nous étions sous les forces communes des autorités internationales. En tout cas, les fonds chinois, depuis quelques années, aident le Sénégal à faire des infrastructures sportives. Question, récemment, cette semaine, le ministère des Sports a signé une convention avec la Chine pour refaire des stades, 4 stades à l'intérieur du pays, au détriment de Dakar. Hassan Diouf, ce vieux projet promis aux habitants de Dakar, de Rebeuss et alentours, qui n'est pas dans ce programme. Demba Diop, qu'on a fermé depuis plus d'1 an, les Dakarois, les
sportifs dakarois, ils sont frustrés. Non, alors, d'abord, vous parlez des fonds chinois. Il faut simplement dire que les fonds chinois ne sont pas des fonds vautours. Première précision. Non, c'est moi qui le dis. C'est pas un terme péjoratif. Non, j'ai dit les fonds chinois ne sont pas des fonds vautours. Première chose. La deuxième chose, le stade Assane Diouf dont vous parlez, sa réhabilitation est inscrite dans le PTIP. Ce n'est pas financé par la Chine, c'est financé par l'État du Sénégal. Ah. Le stade Demba Diop est compris dans les projets de réhabilitation. Donc les Dakarois ne doivent pas être frustrés. Parce que Dakar, ce n'est plus le département de Dakar. Donc moi je pense qu'il faut encourager la construction des infrastructures aussi bien à Dakar qu'à l'extérieur dans les autres régions. 10 secondes. Je disais tout à l'heure que vous avez fait 3 CAN de football en tant que ministre des Sports, 90, 92, mais 2012. Pas sur le terrain. N'est-ce pas? Quand est-ce qu'on va gagner cette CAN? Mais je souhaite qu'on gagne la prochaine CAN au Cameroun.